Imagine Connect va à la rencontre de ceux qui imaginent et créent des possibilités aux autres pour appréhender l'avenir en toute confiance. Visionnaires, entrepreneurs, créatifs, militants, porteurs de projets et plein d'autres, vous êtes une source d'inspiration. Je suis Prisca Tuzola, fondatrice des studios Imagine. Notre ADN, c'est de croire qu'avec beaucoup d'imagination, nos possibilités deviennent illimitées. Merci pour vos feedbacks, merci pour vos commentaires et merci beaucoup pour vos retours. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous êtes là, vous nous écoutez, vous nous envoyez plein d'amour. C'est surtout et avant tout grâce à mes invités qui sont on fire, qui ont des parcours juste incroyables. Ils sont résilients, ils sont pleins de rêves et surtout, ils créent des possibilités. Et c'est l'ADN même de ce podcast. Alors aujourd'hui, je reçois, alors c'est pas une surprise pour vous, mais j'aime bien commencer comme ça. Je reçois Anne Mordon. Anne Mordon qui est directrice de programme chez Schoolab. Schoolab que je ne présente bien évidemment plus, hein, l'incubateur à succès en France. Alors Anne joue un rôle très très spécial, un rôle clé au sein de Schoolab, mais surtout auprès des entrepreneurs qui veulent changer le monde. Alors moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Anne dans l'un des programmes qu'on va décortiquer tout au long de cet épisode, tout au long de ce podcast. Et donc moi, je m'arrête là, Anne. Je vais te donner pleinement la parole. Déjà, comment vas-tu, Anne? Hello Prisca, ça va très bien et toi? Bah écoute, moi ça va très très bien. J'espère que t'es pas hyper patraque, ça va? Ça va bien se passer. Ça va, comme je te disais, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire, mais je suis trop contente d'enregistrer mon premier épisode de podcast avec toi, donc merci encore pour Yes. l'invite. Bah écoute, avec plaisir. Et moi, je suis ravie. C'est une grosse opportunité parce que je sais que tu fais plein de choses, t'as pas le temps, mais tu as accepté d'être là et merci. Et merci déjà pour ton accompagnement qui était juste incroyable. Et donc, Anne, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es. Et l'idée, c'est de te découvrir un peu avant Schoolab, parce que je t'ai présenté. J'ai dit que tu étais directrice de Schoolab. Mais Anne, c'est qui? Anne, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Yes, alors Anne Mordon, j'ai 28 ans. Je suis lilloise d'origine, mais j'habite à Paris. Donc, comme tu le disais, je travaille au Schoolab, qui est un studio d'innovation. On parle souvent de Schoolab pour les programmes start-up, mais on fait beaucoup de choses derrière. On pourra revenir dessus, je pense, un peu plus tard. Et du coup, plus spécifiquement, comme tu le disais, je suis directrice des programmes start-up du Schoolab. Et puis, je suis également en lead sur la verticale diversité et inclusion. C'est des sujets qui me parlent beaucoup, donc pareil, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus au cours de l'épisode. Et puis, au-delà du boulot, côté perso, je suis une grande passionnée de sport. J'ai commencé le sport à haut niveau assez jeune. Je faisais beaucoup de patinage, beaucoup de courses à pied. Et puis, je suis une passionnée de voyage aussi. J'ai eu la chance de faire une grande partie de mes études à l'étranger, d'y repartir pour faire du volontariat aux Philippines. Donc, ouais, grande passionnée de voyage. Et puis, plus globalement, je dirais que j'adore apprendre et j'adore découvrir de nouvelles choses. Les personnes qui me connaissent bien ne seront pas surpris d'entendre ça venant de moi. Mais waouh, un parcours hyper riche. Moi, je veux juste qu'on s'arrête sur quand tu nous as dit, tu es partie voyager, tu as fait tes études un petit peu à l'étranger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que l'idée, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qui a fait que tu en arrives là. Ouais, bien sûr. Écoute, je pense que comme tout le monde, mon parcours est jonché d'une section de petits événements qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Mais je vois quand même des situations communes dans chacune des étapes de ma vie. Euh, Notamment, j'ai vite pris conscience, je pense, un peu du scope de la diversité, si je peux dire ça, mais en tout cas de l'écart de richesse et de possibilités entre les gens. Donc, si je repars en arrière, je te disais deux choses dans mon intro. Je parlais de sport et de voyage. Je reviens dessus parce que je pense que c'est deux choses qui m'ont aidé à me construire. Euh, Comme je te disais, j'ai commencé le sport à haut niveau assez jeune. Et puis, je pense que je me suis vite rendu compte que les personnes qui réussissaient le mieux, c'était pas forcément celles qui avaient le meilleur matériel, les plus belles tuniques, mais c'était celles qui s'entraînaient le plus et qui avaient Mhm. tellement de détermination que les parents faisaient énormément de sacrifices financiers, des sacrifices de temps pour les amener à tous les entraînements.
Donc je pense que ça, c'est un premier jalon, le sport qui m'a permis un peu de m'ouvrir l'esprit et de mettre le doigt rapidement sur des valeurs comme la détermination et la passion. Et, euh, et ensuite, en effet, les autres étapes clés, je pense, de mon parcours, c'est ce qu'on disait, le voyage, parce que j'ai réalisé une partie de mes études à l'étranger, donc aux États-Unis et au Pérou. Et je pense que le voyage, c'est la meilleure école pour s'ouvrir l'esprit et puis surtout ouvrir les yeux sur le monde, si je peux dire ça, et puis sur la Carrément, ouais. diversité. Et, euh, et du coup, ouais, dans les étapes, donc j'ai pas mal voyagé. Enfin, ça m'a énormément appris et je le recommande vivement à tout le monde. Ensuite, je suis allée bosser chez Decathlon. Et à nouveau, c'est une boîte qui, je pense que je suis pas tombée là par hasard. C'est une boîte qui recrute sur les valeurs avant de recruter sur le niveau d'études. Et puis suite à Decat, je suis partie en volontariat aux Philippines. Et là, le but, c'était d'accompagner des jeunes en situation d'exclusion à passer de l'autre côté, donc à s'intégrer dans la société par le travail, mais aussi en apprenant à se connaître. Euh, donc voilà, et de fil en aiguille, je pense que j'ai réussi à mettre le doigt sur des choses qui me parlaient beaucoup. Mhm. Je pense qu'il y a au final un vrai fil rouge qui combine quand même plusieurs choses qui reviennent sans cesse. C'est l'humain, c'est l'ouverture d'esprit, et puis c'est la passion et la détermination, je pense. Et me Ouais, voilà c'est aujourd'hui au des School Lab. yes, c'est des grandes valeurs, franchement ça me parle. Ça me parle parce que je reconnais la passion. La passion, c'est un truc que j'ai en moi et que voilà, j'aime bien être focus sur un truc et me dire que voilà, je donne tout pour ça et être passionnée pour ça. Mais très vite, en fait, tu as commencé à accompagner des gens, c'est en toi ce côté, accompagnatrice, alors dans différents domaines d'ailleurs, dans différents contextes, mais pourquoi accompagner les gens? Tu l'as dit, hein, quand tu es arrivé chez Decathlon, alors c'était pas du tout un hasard, et d'ailleurs je crois que le hasard n'existe pas finalement, mais très vite, tu as commencé à accompagner des gens. C'est quoi ce truc-là? C'est en toi, ça émane de toi, c'est ce que tu aimes faire, c'est ce que tu es, ou vas-y, dis-nous un peu plus. Ben, c'est vrai, c'est un bon point et je suis en train de me dire en t'écoutant que c'est vrai que ça remonte à bah, dès mon plus jeune âge parce que je te parlais de sport et au final bah, quand je faisais du sport au niveau, j'en faisais une dizaine d'heures par semaine et je donnais aussi des cours aux débutants pour dépanner etc. Donc je pense que ça date déjà de là, tu vois, de mes 8-10 ans où j'étais professeur, enfin j'ai commencé à transmettre. Euh, et je pense qu'en effet, c'est quelque chose que j'aime énormément, l'humain, transmettre, donner aussi confiance aux gens. Euh, et c'est vrai qu'on le retrouve chez Decat. J'étais manager d'équipe, donc on retrouve ça. En fait, je pense que je suis animée avant tout par le fait d'aider les gens à grandir. Mhm. Euh, voilà, en essayant de leur donner, comme je dis, de leur donner des billes, leur donner confiance. Et je crois beaucoup aux petites actions. Je sais pas, il y en a qui appellent ça l'effet papillon. Moi, j'avais fait mon mémoire d'études sur le nudge, qui veut dire, donc pour ceux qui sont pas familiers avec ce terme, ça veut dire coup de pouce. Et je crois beaucoup à ça, le fait de donner un petit coup de pouce à des gens pour, in fine, les amener à faire de plus grandes choses. Donc voilà, je pense que ça remonte. On vient puiser ça dans l'enfance et au final, c'est vrai que c'est présent dans chacune de mes expériences. C'est bien parce qu'on fait de l'introspection là, on est Ouais, c'est clair. en pleine séance de non, je rigole. Mais OK, c'est trop intéressant. Mais du coup, est-ce que c'est en rapport avec tes études? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, en fait? Je veux dire, à un moment donné, on n'a pas le choix. On est au lycée, on est au collège, donc c'est un peu le parcours classique. Mais après ça, on a un peu plus de, je vais dire, un peu plus de liberté de choisir notre parcours en fonction de ce que nous sommes ou de ce qu'on se dit être. Et toi, dans ton cas, c'était quoi finalement? Ou alors, ce que tu as fait, ça n'a strictement rien à voir avec la personne que tu es devenue et ce que tu as commencé à faire en accompagnant les gens dans les différentes structures où tu as été. Bah écoute, si ça a à voir, parce que j'ai fait, enfin basiquement une licence éco-gestion, puis une école de commerce, donc j'y suis pas, enfin je suis pas partie dans une dimension complètement décalée aujourd'hui. Et, mais
Je sais pas, je pense que j'ai quand même réussi à prendre de chacune de mes expériences des petites choses et enfin et ajuster mon curseur en fonction de chacune de ces étapes. J'ai commencé en market dans des grosses boîtes. Euh, et bien que ça a été super intéressant et formateur, ça m'a aussi aidé à me dire que j'avais pas du tout envie de faire ma vie dans ce genre d'environnement, que c'était trop grand, trop lent, etc. par rapport à mon caractère hyper dynamique, et hyper social, etc. Et donc de fil en aiguille, je pense que j'ai essayé de prendre un peu le meilleur de chaque expérience pour au final essayer de faire en sorte que tout s'aligne aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis hyper contente de mon boulot aujourd'hui au Schoolab. J'ai l'impression que j'ai fini par réussir à... Enfin, on dirait que j'ai 50 ans quand je dis ça, mais j'ai réussi à aligner un peu tout ce que j'aime, mes valeurs, mes moteurs, le management, l'impact, etc. Euh, donc ouais, je suis pas très très loin. C'est pas très surprenant de dire qu'on bosse dans le milieu des startups quand on a fait une école de commerce. Mais le rôle que j'ai aujourd'hui est quand même construit de toutes ces petites expériences. Yes. Et Anne, qu'est-ce qui te drive au quotidien en fait? Qu'est-ce qui me drive au quotidien? Je pense que je suis une grande passionnée de l'humain. Je crois beaucoup en la sérendipité. Et c'est vrai que je m'émerveille ou j'apprends un peu de chaque découverte, de chaque rencontre. Donc c'est ça que j'adore aussi dans le fait de travailler dans la formation et dans le social, c'est qu'on est sans cesse en train de rencontrer des nouvelles personnes qui ont de nouvelles histoires, etc. Et ça me donne vraiment énormément d'énergie. Et ouais, ça m'émerveille au quotidien. Euh, et qu'est-ce qui me drive aussi, c'est, je pense, jouer un peu un rôle, essayer de faire avancer. J'ai pas envie de faire de grandes phrases un peu lourdes, mais d'essayer de mettre ma pierre à l'édifice pour faire avancer la société. Et je suis vraiment contre l'injustice et je crois beaucoup en l'égalité des chances. Que quel que soit ton milieu d'origine, ton genre, je pense que tu dois pouvoir réussir. Et ce que j'essaye d'amener, en tout cas dans mon quotidien et dans les programmes startup qu'on opère au Schoolab et dans toutes les petites actions que je peux mener. Yes. Tu te sens un peu missionné quoi, en vrai. Bah ouais, carrément. J'ai fait un exercice. J'adore le développement personnel. Et donc, je fais souvent des petits exercices, Ikigai, enfin bref, des tests de personnalité, énéagramme, tout ce qui va avec. Et la dernière fois, j'ai fait un truc un peu glauque, mais qui est l'exercice de faire son épitaphe, d'écrire son épitaphe. Donc, ce que tu as envie qu'on dise de toi à ta mort. Donc oui, ça peut paraître un peu glauque comme ça, mais c'est un super exercice parce qu'à la fin, tu te dis en fait, quelle est la trace que j'ai envie de laisser sur cette Mhm. planète? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quels sont vraiment mes combats. Et du coup, j'espère en tout cas pouvoir faire avancer les choses à ma Mm. petite échelle. Hein. Si j'ai aidé à faire 5, 10 transitions dans ma vie, ce sera déjà génial. Voilà, En tout cas, je tu vais es bien laisser la petite... lancée. Ouais, tu es hyper bien lancée et moi, je reconnais ce truc-là. Je te connais pas vraiment, mais je reconnais ce truc-là quand j'ai été chez Schoolab et ta disponibilité surtout. Donc, mais juste pour revenir sur l'humain, qu'est-ce que tu aimes chez l'humain en fait qu'est-ce que parce que j'imagine tu es entouré des plein de gens à chaque fois et je pars dans ton métier au quotidien. On va en parler un peu plus en détail, de façon très technique sur ce que tu fais vraiment, mais tu es entouré des gens. Euh, Quand tu regardes l'humain, une personne lambda, une personne que tu connais ou pas, les gens de ta famille, tes amis, tes potes ou peu importe, qu'est-ce qu'est-ce qui te touche chez l'humain en fait? Qu'est-ce que tu aimes en observant l'humain, en regardant l'humain ou euh, dans ce truc-là? Ah, tu me poses des questions un peu, un peu compliquées. Je t'ai dit qu'on Mais était dans une série d'introspection là, épisode spécial. qu'est-ce que j'aime chez l'humain? Je sais pas, j'arrive, j'ai pas envie de faire fleur bleue en faisant des réponses comme ça, mais je sais pas, j'arrive à trouver la beauté et l'originalité dans chacune des personnes que je rencontre. Et, euh, et vraiment, c'est pour ça quand je te parle de sérendipité, je peux rencontrer n'importe quelle personne dans un bus, au school bar, ou peu importe dans une soirée. Et en fait, je suis passionnée par les histoires des gens. Et,
et c'est ça que j'adore aussi dans mon quotidien et du fait de travailler aux côtés d'entrepreneurs et d'avoir un fourmillement de personnes qui passent sans cesse au school bar, au school lab de manière générale ou ailleurs. Euh, et tu te retrouves toujours dans un déjeuner, un café, un apéro start-up à rentrer dans des histoires assez dingues. Euh, on m'a raconté des histoires de fous, des gens qui, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, étaient pasteurs ou avaient dû fuir leur pays. Enfin, il y a vraiment des histoires de dingue. Et j'arrive à apprendre énormément de chaque personne. Et au-delà de ça, ce que j'adore, c'est de voir la passion et la détermination des gens. Ça, c'est hyper important pour moi. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de travailler aux côtés d'entrepreneurs, parce que c'est le public que j'adore, parce que c'est des gens qui sont nécessairement, parce que tu as peu de temps devant toi pour lancer ton business, c'est des gens qui sont passionnés, déterminés, qui en veulent, et ça j'adore. Waouh, c'est trop beau. Je te posais la question parce qu'on vit dans un monde de plus en plus compliqué, tu vois? Les gens sont indifférents, les gens sont un peu, distants et entendre ce genre de message, ça donne de l'espoir, hein, carrément. Pareil, je veux pas être, fleur bleue, mais il faut le dire, hein, on doit pas cesser de le dire parce que de plus en plus, les gens sont hyper distants donc entendre ça, c'est vrai, c'est beau et ça permet aussi de se dire: «Bah, il y a quand même du bon chez l'humain, malgré tout ce qui se passe» donc et ça donne du sens aussi à ton travail. Et avant Schoolab, tu étais dans une association, toujours dans l'accompagnement. Finalement, c'est vraiment quelque chose qui trace ta vie. C'est un truc de fou. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est à Life Project for Youth. Tu sais que c'était quoi la sauce? Enfin, si on a le droit d'en parler, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Bon, je pense même qu'ils pourraient être très contents que j'en parle. C'est une ONG française, LP4Y, donc qui sont les initiales Mm. de Life Project for Youth. Et, euh, et du coup, le but, c'est d'aider les jeunes en situation d'exclusion à passer de l'autre côté, justement, en situation d'inclusion. Et donc, c'est une asso qui est présente, très présente en Asie, dans énormément de pays, qui commence à arriver en Méditerranée et aux États-Unis. Et dans chaque centre, on accompagne les jeunes de diverses façons. On gère un micro-business avec eux. Donc, en gros, la moitié de la semaine, tu les accompagnes à créer et développer ce micro-business pour qu'ils comprennent un peu la valeur travail et les différents rôles que tu peux avoir dans un projet. Donc, il y en a qui vont jouer le rôle de RH, d'autres d'acheteurs, qui vont bosser en finance. On va essayer de leur apprendre les différents scopes de la gestion d'un business. Et l'autre partie de la semaine, tu essaies de les accompagner pour les préparer aux entretiens de motivation, etc., et à s'insérer sur le marché du travail. Euh, donc tu les accompagnes d'une part sur un peu la remise à niveau de base pour travailler en entreprise, donc en anglais, en informatique. Tu les accompagnes sur la création de CV, tu les entraînes à se préparer aux entretiens de motivation. Et un dernier scope que moi j'ai adoré, tu les accompagnes à prendre conscience et connaissance d'eux-mêmes. Euh, et c'est assez dingue parce que tu te dis, en fait, un jeune qui a vécu dans un bidonville pendant 15 ans, en fait, pour certains, j'étais la première personne de leur vie à leur demander, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te procure du plaisir? Enfin, c'est des questions qui se posent pas naturellement. Nous, c'est un peu à la mode en France, enfin, en Europe ou ailleurs, Mm. de faire énormément de développement personnel. Eux, c'est vraiment des questions. On n'a jamais pris le temps, ni dans leur famille, ni dans leur parcours, de leur poser ce genre de questions. Donc, on les Mhm. accompagnait aussi là-dessus, d'écrire leur life project plan. Enfin, après, tu déclines tout avec le nom de l'asso, mais donc voilà, de les accompagner à mieux se connaître et à définir le chemin qu'ils Mhm. peuvent emprunter pour atteindre leur dream job OK, à la fin. c'est trop beau. Mais finalement, c'est un parcours, enfin, c'est un public qui est complètement différent de ton public actuel, qui sont les entrepreneurs. Donc là, on va entrer dans le thème «focus» entre guillemets et donc ton arrivée chez Schoolab et Mhm. comment tu as atterri là-bas, en fait? Comment tu as atterri, à Schoolab? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, une annonce que tu as trouvée sur internet, tu te dis: «Ah tiens, ça m'intéresse, je postule» ou, c'était quoi le truc, du ce qui t'a emmené chez Schoolab? Mais alors, pareil, je pense que c'est une succession de petites étapes, décidément.
Mais quand j'étais aux Philippines, du coup, déjà le fait de mettre la main dans cette gestion de micro-business dans mon centre, on en avait 3 en parallèle, Mmh. j'ai commencé à trouver ça un peu excitant de lancer. Au final, c'est comme si on lançait une boîte avec une petite équipe, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire que c'était assez chouette. Et en parallèle, le week-end, j'étais allée animer un hackathon organisé par les Nations Unies où justement ils mixaient des entrepreneurs qui avaient des idées et des bénéficiaires ou enfin et le public cible un peu de ces projets entrepreneuriaux, à savoir les gens en situation d'exclusion. Euh, et le but de ce hackathon, du coup, c'était d'accompagner ces entrepreneurs donc de manière assez intense sur 2 jours pour les aider à développer leur projet entrepreneurial et à la fin obtenir des financements. Bref, long story short, moi, dans ce hackathon, je jouais pas le rôle d'un entrepreneur, j'étais facilitatrice. Du coup, mon rôle, c'était d'aider les entrepreneurs à se poser les bonnes questions et à appliquer des méthodologies pour avancer étape par étape dans la construction de leur projet. Et bref, à l'issue de ces 2 jours, enfin, j'avais été mais passionnée et animée pendant 2 jours, et je suis sortie de là en me disant, je sais ce que je veux faire. En fait, j'ai envie de jouer ce rôle de, à nouveau, tu vois, de coup de pouce, de Mmh. facilitatrice pour aider les gens à aller vers, enfin, à développer leur projet et aller vers ce dont enfin, ce en quoi ils croient. Mmh. Donc bref, je suis rentrée pendant le Covid du coup en France, et j'ai commencé à postuler dans des incubateurs pour être programme manager. Euh, et voilà. Et Schoolab, c'est une boîte qui a des super valeurs. C'est une entreprise à mission depuis 2020. J'étais vachement alignée avec ce qu'ils proposaient, et donc je suis entrée comme ça en tant que programme manager au Schoolab. Euh, et du coup, j'ai commencé par être programme manager du programme Pépite Startup Île-de-France qu'on opère à Station F. Je suis très attachée à ce programme parce que justement, il apporte un petit peu de diversité par rapport à tous les incubateurs présents à Station F, dans le sens où c'est un peu un des seuls programmes qui ouvre enfin, qui ne vise pas uniquement le cliché du jeune homme blanc qui a fait une école de commerce, mais justement, on essaye de viser un public beaucoup plus universitaire, avec des tarifs beaucoup moins élevés que ce que tu peux trouver sur le marché. Et du coup, c'était un premier pas justement dans le monde de l'entrepreneuriat et dans la diversité, entre guillemets. Trop bien. Et 2 ans plus tard, te voilà directrice des programmes start-up, chez Schoolab, et que 2 ans, enfin, qu'est-ce qui s'est 2 ans, hein, je me trompe pas, c'est ça, hein? 2 ans et quelques Ouais, c'est mois ça, ça peut-être? fait 2 ans et demi. Je pense, bah, ça fera 3 ans en août prochain, donc tu vois, on a un petit peu de temps vu qu'on est en février. C'est ça. Euh, Et ouais, bah en fait, de fil en aiguille, donc j'ai commencé en tant que programme manager sur ce programme. J'ai beaucoup bossé sur notre programme maison, le programme Starter que tu as suivi. Et on a toujours cette logique d'amélioration continue, donc de prendre en compte, de beaucoup parler avec les entrepreneurs, de prendre en compte leur feedback pour améliorer le programme. On a développé plein de supports pédagogiques, on s'est entouré de plus en plus d'experts, ce qui a fait que nos programmes aujourd'hui sont reconnus comme des programmes d'excellence. Euh, et donc, ce gros travail de toute l'équipe a permis qu'on commence à vendre notre programme en marque blanche pour différents acteurs. Et du coup, j'ai participé au lancement de l'incubateur de Rungis & Co. Euh, donc, en gros, on vend notre programme Starter et on le brande Rungis & Co. On ajoute un peu de thématique food, on va chercher les bons acteurs, etc. Mais on repart toujours de notre base construite à la maison Schoolab. Mmh. Et ouais, du coup, j'ai repris la direction de l'équipe startup et des programmes en mars dernier. Ça va faire une petite année. Et, euh, et c'est canon. Franchement, on voit que ça se développe à toute vitesse. Là, cette année, on bosse sur des lancements de projets, mais très, très stylés, dont un projet de très grande ampleur qui est le lancement de l'incubateur de la région Île-de-France, le PERCO, Mmh. qui se veut être l'incubateur le plus inclusif de la région Île-de-France. Et du coup, enfin, énorme projet. Là, on est en plein dans l'appel à candidature et trop contente. Enfin, c'est vraiment le Yes. projet de l'année.
suis super contente de contribuer. On parlera des particularités de chaque programme parce que ça vaut la peine de moi j'ai une audience aussi, il y a des étudiants, il y a des porteurs de projets aussi qui m'écoutent donc je pense que ça sera aussi une opportunité pour eux, d'en savoir un peu plus sur ces différents programmes et juste pour revenir un petit peu sur ton parcours, donc 2 ans après, tu es devenue directrice des programmes. Ça ne suffit que 2 ans pour que tu deviennes directrice. Bon, déjà félicitations, bravo, parce que j'imagine c'était, c'est un bon travail. Donc, tu es passionnée et ça se voit, ça se sent et dans ce que tu fais, c'est trop cool. Et c'est quoi ton expérience de ces 2 ans-là en tant que déjà au départ, enfin, avant que tu deviennes directrice, tu étais programme manager, donc tu accompagnais donc les entrepreneurs au sein donc du programme Pépite. Alors, est-ce que tu peux déjà aussi, donc c'est une deuxième question, préciser ce que c'est le programme Pépite parce que je sais que il y a comment dire, il y a l'audience, enfin la cible, il me semble que c'est que des étudiants, je crois, hein, donc c'est très limité qu'aux étudiants, je pense, il me semble. Et donc, c'est quoi ton parcours dans tout au long de ces 2 ans et qui t'ont emmené à devenir directrice ou un an directrice des programmes en général? Ouais, alors pour répondre à ta question sur le programme Pépite, en effet, en fait, c'est la même base que notre programme Starter Schoolab. C'est 6 mois d'accompagnement destiné aux entrepreneurs pour passer de leur idée à leur première vente et à la recherche de premiers financements. Mmh. Et en effet, ce programme, il est destiné aux étudiants entrepreneurs. Donc, c'est les étudiants qui bénéficient du statut SN2E, donc statut national d'étudiant entrepreneur, et qui sont rattachés à un des 8 pépites d'Île-de-France. Donc, c'est un programme que Schoolab opère, qui est financé par la région et dont les entrepreneurs sont sourcés par les 8 pépites d'Île-de-France. Et alors, un pépite, c'est un groupement d'universités au sein de la région Île-de-France. Donc, il y a dedans Sorbonne, Paris Sciences Mmh. Lettres, Cergy, etc. Donc voilà un peu pour le programme Pépite, et ça fonctionne pareil avec tous nos autres programmes. En fait, on reprend notre base, nos outils, nos process Schoolab Starter, et c'est toujours notre équipe qui les opère, et on vient leur donner une dimension différente en fonction du client qu'on a en face, de la thématique qu'on souhaite aborder et de la typologie de profil d'entrepreneurs qu'on souhaite cibler et accompagner. Donc c'est un peu comme ça qu'on se diffère nos programmes. Et ta deuxième question sur comment on passe de programme manager à directeur de programme startup. C'est ça. Écoute, c'est allé assez vite. J'ai commencé du coup par le programme Pépite. Rapidement, je chapeautais le programme Pépite et Starter. Et puis tu accompagnes une promo, 2 promos, 3 promos. Et en fait, tout grossit. On essaye de mettre un peu plus d'ambition dans le nombre d'entrepreneurs qu'on souhaite accompagner. Donc, on recrute des gens dans l'équipe. Et là, ces opportunités de l'extérieur de lancer des programmes pour d'autres clients, en l'occurrence la Cemaris pour un Gisenco, te force aussi à recruter davantage, à former davantage de gens, à processer un peu tout ce que tu fais. Et puis rapidement, on devient une vraie une petite armée. Et voilà. Et donc, on se réorganise sans cesse pour que ça fonctionne au mieux et qu'on essaye de mutualiser un maximum de choses entre chacun de nos programmes et créer un maximum de liens entre les entrepreneurs aussi qui sont accompagnés dans chacun de ces programmes. Mmh. Et donc, me voilà 2 ans plus tard à la tête de cette petite équipe. En tout cas, bravo. Bravo, bravo et donc toujours dans cette vague de découverte de start-up et de tous ces programmes et du coup, en tant que directrice, c'est quoi tes actions, en lien avec les programmes qui existent déjà? Tu as parlé Starter, pardon, Régis & Co et donc il y a le Perco, c'est ça, hein, qui est en Mhm. lancement, et vous avez fait déjà des appels à projets, mais c'est quoi tes actions au sein de Schoolab? Donc là, je te laisse pleinement la parole, dire un peu ce que tu fais chez Schoolab, ce que tu as commencé à faire et ce que tu envisages de faire et ton apport dans tous ces programmes d'incubation. Ouais, alors en effet, c'est assez vaste. Schoolab, ça reste une boîte où on fait 1000 trucs tout le temps. Il y a des projets qui arrivent un peu tous les jours, des projets passionnants. Euh,
Mais du coup, moi, mon rôle en tant que directrice des programmes startup, c'est de chapeauter notre équipe cœur, de faire en sorte que justement on mette à plat tous nos process pour pouvoir essayer de grandir et de mutualiser un max de choses entre chacun de nos programmes et d'essayer de fonctionner un peu de manière transverse. Donc, on a une équipe cœur qui gère les process, les outils, les ventes et le marketing. Et c'est ces mêmes personnes qui agissent sur chacun de nos incubateurs. Donc, essayer de trouver la meilleure organisation et de faire le chef d'orchestre entre tous ces programmes pour gagner du temps et diffuser les bonnes pratiques un peu partout. Après, sur le perco de manière générale, je joue un rôle particulier parce que du coup, on a gagné cet appel d'offres au début de l'année. Et du coup, j'ai participé à tout le cadrage de la mission avec Marine, ma collègue, et Marjorie, ma boss. Donc, on a participé à tout le cadrage de la mission, donc c'est-à-dire cadrer les besoins du client, recruter l'équipe justement qui va opérer le programme et accompagner les entrepreneurs au day-to-day, faire une grosse phase d'observation aussi pour comprendre comment on installe cet incubateur au sein des locaux de la région Île-de-France, comment on crée du lien avec les agents de la région, sur quelles thématiques on souhaite accompagner les entrepreneurs, etc. Je te passe tous les détails. Mhm. Mais aujourd'hui, du coup, il y a aussi un gros lien qui se fait avec ma mission au sein du Schoolab de l'idée la verticale diversité et inclusion, parce que le Perco est un énorme terrain de jeu justement pour faire avancer cette verticale et ces grandes thématiques. Et en l'occurrence, au sein du Perco, on souhaite accompagner les entrepreneurs autour de 3 thématiques, donc la transition écologique, le sport, insertion, éducation et le handicap. Et du coup, on essaye de réfléchir à énormément de choses pour faire en sorte que le Perco devienne un lieu accessible universellement et l'incubateur le plus inclusif d'Île-de-France, dans le but ensuite de pouvoir partager ces bonnes pratiques et les diffuser au sein de toute la région et de tout l'écosystème entrepreneurial de manière plus générale. Mhm. Et tu me disais en off que c'est cette verticale-là qui te parle le plus. Pourquoi l'inclusion? Pourquoi diversité? Pourquoi tu veux, toi, t'investir, dans ce programme-là? Alors tu es très investi dans tous les programmes, on l'a bien saisi, très passionné, très entraîné par tout ce que vous faites, chez Schoolab de façon générale. Mais pourquoi cette verticale-là te parle, en particulier, en fait? Je pense que c'est assez cohérent et que mon parcours et tout ce que je te disais avant, je suis très portée sur l'humain. Enfin, j'ai mis le doigt très tôt sur ces notions d'inégalité et donc c'est des sujets qui me parlent. C'est aussi pour ça que je suis partie en volontariat. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec Sport dans la ville, chez Mmh. Decathlon pour intégrer des personnes sur le marché du travail. Donc naturellement, c'est le sujet qui me parle le plus. Euh, Ensuite, il y a aussi un peu des chiffres et des choses qui me choquent aujourd'hui quand je les entends. Typiquement, Des chiffres qui euh, fâchent, en vrai. des chiffres qui fâchent exactement. Typiquement, si tu prends le sujet du handicap, aujourd'hui, on considère qu'il y a donc chiffre à double checker, mais normalement, je pense pas me tromper si je dis qu'il y a environ 12 millions de personnes en situation de handicap. Et dans ces 12 millions, tu te dis qu'il y a 80% des gens qui sont en situation de handicap invisible et qui, du Mmh. coup, n'osent pas le reconnaître officiellement auprès de leur employeur, enfin, voilà, auprès du public. Et tu te dis, c'est assez dingue. Les gens, en fait, ils n'osent pas parler de ça par peur de ne pas pouvoir évoluer, par peur de ne plus être inclus dans la société. Enfin, donc, je trouve que tu entends beaucoup de choses comme ça qui te donnent envie parfois de te révolter et de faire aussi avancer les choses. Euh, et ensuite, je me rends compte aussi que le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui, parce que c'est là où j'agis moi directement, Mmh. j'aimerais agir de manière plus globale, tu vois, sur tous les sujets de diversité et inclusion. Mais, déjà, j'y connais encore très peu de choses. Je manque beaucoup de connaissances sur le sujet, même si j'essaie d'apprendre au quotidien. Donc voilà, là où je peux agir dans un premier temps, c'est déjà à l'échelle de l'entrepreneuriat. Et tu te rends compte que
l'entrepreneuriat, ça reste un monde assez cliché de ce que je disais tout à l'heure, l'homme blanc qui est en sortie d'école de commerce, dont les premiers fonds viennent de papa-maman. Et c'est chouette. Et ces gens-là, je les admire aussi parce qu'ils lancent des projets de dingue et qu'il faut tout autant de détermination et de passion pour réussir un projet. Mais tu as aussi envie d'ouvrir un peu ce scope et d'aller chercher plus loin, d'aller chercher plus de femmes, d'aller chercher des gens hors région parisienne et de les amener dans cette dynamique d'entrepreneuriat. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte juste avec nos propres programmes, tu vois, on lance un appel à candidature. Aujourd'hui, tu vois, je suis en train de travailler sur comment on rend notre plateforme plus inclusive. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'audio. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de sous-titres partout. Aujourd'hui, et on est vraiment loin d'être parfait, nous les premiers. En revanche, on essaye au fur et à mesure de mettre le doigt sur tout ce qu'on pourrait améliorer et le faire progressivement pour justement travailler sur ce long chemin, et avancer étape par étape pour le rendre plus inclusif. On se rend compte que il y a un très long chemin à parcourir et qu'il y a des gens en fait aujourd'hui. Pour donner un petit exemple, je ne sais pas si Station F serait très content d'entendre ça, mais dans une de nos promos de l'année dernière, on avait une personne en fauteuil roulant et elle pouvait pas accéder à la plateforme où on fait les onboarding parce que c'était que des escaliers. Donc tu te dis en fait, rien n'est pensé pour les gens qui ont des difficultés, qui sont en situation de handicap. Et ça, j'avoue que ça me révolte un peu et ça me donne envie. Maintenant que j'ai pris conscience de tout ça, je peux plus être indifférente face à tous ces sujets et donc je ressens l'envie et le besoin en tout cas de faire ma part pour faire avancer tout ça. Tout à fait. Et d'ailleurs, tu lui as donné l'opportunité à cette personne-là, je pense qu'on parle de la même personne, qui est finalement partie à Berkeley, je crois, pour un stage Oui, c'est bien ça. Donc finalement, tu as ouais, apporté quand exactement. même, tu as apporté quand même ta petite touche dans tout ça. Et c'est vrai ce que tu dis, les inégalités sont partout, dans dans différents domaines. Et c'est des chiffres, souvent, tu en as parlé, et puis voilà, on n'est pas experte de chiffres, mais le constat est là. Il y a des gens qui sont plus privilégiés que d'autres, même si, comme tu le dis, ceux qui sont privilégiés, il y a des gens qui l'ont je veux dire, être un entrepreneur, c'est déjà beaucoup de travail. Il faut être résilient, donc peu importe d'où on vient, mais je veux dire, le constat est là, il y a des inégalités et on a justement besoin de ces gens-là qui veulent créer des possibilités pour ceux qui ne peuvent pas justement accéder à des endroits, à des possibilités, voilà, et j'en connais des gens autour de moi qui ont des choses à dire, par exemple, mais qui n'osent pas parce qu'ils ne se sentent pas légitimes pour le faire. Voilà, donc c'est très louable. Enfin, moi, ça me touche beaucoup d'entendre ce genre de choses parce que ça permet justement de rendre un petit peu le monde meilleur. Et c'est l'ADN même, encore une fois, de ce podcast, se dire, OK, moi, je crée des possibilités. Je vis pour ça, pour créer des possibilités aux autres. Et donc c'est trop bien. Et il y a l'idée de ce que tu disais tout à l'heure de diversité, d'inclusion, et le PERCO, c'est quoi concrètement? Est-ce que c'est des programmes qui est ouvert à tout le monde? C'est un programme qui est ouvert à tout le monde, ou est-ce que c'est un programme qui est ouvert uniquement à toutes ces personnes-là que tu as identifiées, par exemple aux personnes qui sont en situation d'handicap ou autre, ou est-ce que c'est vraiment ça permet à tout le monde de pouvoir y aller et avancer? Ouais, c'est une bonne question. En effet, le PERCO est ouvert à tout le monde, bien sûr. On ne peut pas faire de discrimination positive non plus en se disant on prend que des gens qui cochent certains critères parce qu'ils sont sous-représentés. Non, non, loin de là. En revanche, c'est un incubateur qui est ouvert pour des entrepreneurs qui portent des projets sur 3 thématiques. Donc celle que je mentionnais tout à l'heure, le sport, éducation, insertion, la transition écologique et le handicap. Donc il faut quand même que le projet entre dans une de ces 3 dimensions. Ensuite, bien sûr, peu importe le profil de la personne, on peut aussi croiser des choses. Tu vois, on pourrait se dire que un porteur en situation de handicap a un projet autour de la transition écologique ou quelqu'un qui sort d'école de commerce a un projet
pour faire avancer des sujets sur le handicap. Enfin, tu peux un peu tout mêler, mais autour de ces 3 thématiques-ci. En revanche, le message qu'on veut vraiment faire passer, c'est que peut-être des personnes qui ne se seraient pas senties à leur place dans tel ou tel incubateur, là, enfin, qu'elles ressentent aussi le fait qu'on essaie de mettre tout à leur disposition et de faire en sorte que tout soit accessible pour eux et qu'ils se sentent le mieux possible sur place. Pour t'illustrer un petit peu, je te disais tout à l'heure qu'on essayait de rendre le lieu le plus accessible possible. Là, dans les prochains jours, on va faire un premier test, une journée co-design du lieu, comme on l'appelle. On va faire venir des utilisateurs en situation de handicap ou non, des gens qui sont sensibles à ces sujets, peut-être parce que dans leur entourage, ils ont des personnes en situation de handicap ou juste qui sont intéressés par cette thématique. On va leur faire tester le lieu et à l'issue de cette journée, l'idée, c'est d'avoir des pistes d'amélioration tu vois, pour poser des premiers jalons, enfin, et commencer à faire progressivement, à rendre le lieu un petit peu plus inclusif. On a déjà fait venir une agence de design qui s'appelle l'agence Atipi, qui nous a fait une série de recommandations super intéressantes. Et par exemple, on a décidé de consacrer une salle de réunion enfin, de prendre cette salle de réunion pour en faire un espace calme. Parce que tu te rends compte aussi que faire cohabiter des personnes avec porteurs de handicaps différents, parfois c'est des handicaps qui s'opposent. Là où certains vont avoir besoin de beaucoup de lumière, d'autres vont avoir besoin de plus de pénombre. Là où certaines personnes ne vont pas supporter le bruit, d'autres vont avoir besoin d'autre chose. Donc, il faut essayer de composer avec tout ça. Et donc, on essaye aussi de designer le lieu en se disant, voilà, il y aura une zone très calme, une salle de silence. Tous les endroits seront accessibles. Et tu vois, cette personne nous a fait des recommandations. Mais c'est vrai que quand tu n'es pas confronté toi-même à ces problèmes, enfin, tu te rends pas compte de plein de choses. Mais il nous disait, tu vois, là, tu prends tes toilettes, tout est blanc, c'est blanc sur blanc, la porte blanche, etc. En fait, une personne qui est déficient visuel a besoin de contraste pour essayer de se repérer, donc peut-être appliquer des peintures. Donc, tu as plein de choses et de petites améliorations à faire comme ça. Et c'est justement en faisant tester, en faisant venir des personnes professionnelles ou pas, porteurs de ces sujets ou non, que tu peux essayer de faire avancer ces sujets. Je vois que c'est un espace de 2 500 mètres carrés, c'est ça? Ouais, exactement. Waouh, Donc c'est c'est pour ça, quand je te dis beau terrain de jeu, on a énormément de choses à faire. L'idée, c'est d'accueillir une centaine de startups la première année. mmh Donc, ouais, projet super ambitieux. Et le troisième gros challenge lié à ça, c'est qu'on va essayer aussi au-delà, et c'est aussi la vision que je porte sur le futur de l'entrepreneuriat, mais on veut pas uniquement faire venir des startups qui parlent entre startups et se limiter à ça. On veut que ce soit vraiment on veut créer un écosystème autour de ces 3 thématiques et mêler dans ce lieu les agents de la région, puisqu'on est implanté dans leurs locaux, mais aussi la School Team, notre petit nom des employés Schoolab, des experts qui accompagnent les entrepreneurs, des experts de chacune des thématiques, des startups qui se font accompagner de manière très intense sur les 6 mois et des startups plus matures qui ont peut-être déjà beaucoup de clients, des choses à partager, etc., des associations et ainsi de suite, pour que ce soit vraiment un écosystème très riche. Et je pense que c'est vraiment ça la clé, c'est de mêler tout type d'acteurs pour tous contribuer à faire avancer ces sujets, parce que seul tourne vite aussi en rond et on peut aussi se mettre vite des œillères sur certaines choses. On dit souvent que seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, quelque chose comme ça. Something like that. Exactement. Voilà, je finis le podcast par ça. Non, je rigole. OK, OK. Non, mais c'est un projet qui est énorme, ouais, c'est bien parce qu'en effet, vous êtes en train de créer des possibilités. Et alors où vous en êtes, actuellement? Donc le lancement, je crois que c'est en mars, c'est ça? Donc là, vous êtes en phase de d'appel à projet et tout ça, donc c'est ça, hein? Exactement. On a lancé l'appel à projet il y a quelques semaines. Il continue tout le mois de février pour une première promotion qui débutera en mars. Donc, je ne Mmh. sais pas quand est-ce que les gens écouteront ce podcast, mais en tout cas, il y aura de nouveaux appels à projets et de nouvelles promotions aussi qui débuteront en septembre et ainsi de suite. D'accord. Et ce qui est hyper intéressant et on est trop content, c'est qu'on a lancé il y a 2 semaines les candidatures et on voit qu'il y a il y avait une réelle attente
pour un tel lieu de la part des entrepreneurs, mais même de la part de plein d'autres personnes qui me contactent sur LinkedIn ou qui contactent des membres de l'équipe. Et aujourd'hui, en 2 semaines, pour te donner un estimatif, on a un peu plus de 100 candidatures. Donc ce qui est assez énorme. Et alors un chiffre qui me réjouit tout particulièrement, c'est qu'on a sur ces 100 candidatures, on a un peu plus de 50% de femmes fondatrices. Et ça, c'est aussi Enfin. un sujet qui me tient, ouais, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. On essaye d'avancer aussi en ce sens. Donc de la même manière, on n'est pas encore exemplaire. Il y a plein de choses qu'on pourrait mieux faire. Et d'ailleurs, si des gens qui nous écoutent ont des bonnes pratiques ou des choses à recommander, je suis très preneuse d'échanger sur le sujet et voilà pour continuer à s'améliorer. Mais du coup, Canon, ouais, un peu plus de 50% de femmes, une centaine de projets. Et je connais les entrepreneurs en général, ils postulent à la dernière minute. Donc, je pense qu'on va avoir une explosion de candidatures là d'ici la fin du mois. Et on est en plein comité de OK. sélection en ce moment. Et le programme, il est payant ou pas? Ouais, le programme, il est payant. Alors, on a décidé de mettre en place un tarif unique qui est quand même très en dessous de la moyenne du marché. C'est, à titre d'exemple, ça va sûrement te parler, mais c'est 200 € par mois pour 2 bureaux et l'accompagnement. Donc, ce qui est assez sympa et c'est situé à Saint-Ouen. Donc accessible 13-14, tu vois, c'est assez cool. Et on a aussi mis en place, justement, je parlais d'inclusion, ça va aussi en ce sens. On a mis aussi en place un tarif social qui abaisse le coût à 100 € pour les personnes. Donc c'est le jury qui décidera à qui il souhaite D'accord. donner ce tarif, ou non. Mais ça peut entrer dans plusieurs critères. Des gens qui sont en galère, des gens qui sont boursiers, des gens qui, enfin, tu peux rentrer dans pas mal de cases et ça sera à discuter pendant les auditions entre les entrepreneurs et le jury. La volonté, c'est vraiment que ça s'adapte un petit peu à toute la population, aux gens qui ont, différents moyens et différentes situations. Et est-ce qu'on a aussi accès, via le CPF ou pas? Est-ce qu'on peut le financer à partir du CPF ou pas du tout? Ouais, alors petit sujet, petit sujet en ce moment. Normalement oui, on va faire en sorte que tout soit financé par le CPF comme sur chacun de nos programmes. Après, tu as dû suivre un peu les problématiques du CPF en ce moment. Donc on fait les démarches pour être référencés parce qu'ils ont, je vais pas entrer dans les détails admin, etc., mais ils ont déréférencé toutes les formations à l'entrepreneuriat parce qu'il y avait eu beaucoup d'abus. Et donc on doit tous refaire les demandes. Et je pense qu'il y aura pas de souci parce que nous, on entre à nouveau, nos formations sont de qualité, elles sont certifiées Calliope, et que etc. J'ai pas non plus envie de Yes, vendre nos ça programmes à tout marche. bas. En tout cas, inscrivez-vous et vous verrez, mais dans tous les cas, je vous rassure que voilà, s'il y a bien des programmes à faire financer et à financer c'est bien les programmes de Schoolab parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Il y a une équipe derrière qui est passionnée, qui est à dispo. Enfin moi je vraiment je le reconnais de ma petite expérience, dans le programme Starter, c'était super cool, la disponibilité des équipes, les workshops qu'on faisait. Donc l'ADN est toujours le même et ça c'est top. On a été très focus justement sur le nouveau programme Perco, mais je sais que tu es directrice donc des programmes, donc il y a plein de programmes au sein de Schoolab. Tu as parlé de Régis Co, donc Régis Co qui est très tourné vers la food, hein, c'est ça, hein? Et pour des gens qui nous écoutent aussi, hein, qui veulent peut-être postuler dans ce programme-là, est-ce que tu veux juste nous en toucher un petit peu un mot et peut-être un peu, si tu veux, nous identifier un peu tous les programmes au sein de Schoolab, tous les programmes incubation de Schoolab et nous définir un peu les Ouais, particularités de chaque programme. ouais, alors je vais essayer d'aller vite parce que c'est vrai qu'il commence à y en avoir beaucoup. Mais de manière globale, je vous invite quand même tous à aller sur le site schoolab.com. C'est assez bien détaillé. On explique la spécificité de chaque programme, les dates, etc. Mais donc il y a le programme Pépite destiné aux étudiants dont j'ai parlé, le programme Starter que tu as suivi, qui est le programme maison, dans lequel on accompagne tout type de porteurs et de projets. On est en train justement de repenser aussi le programme pour mettre vraiment l'accent sur les projets à impact et sur l'accompagnement à impact, en lien aussi avec nos valeurs et notre mission au Schoolab, qui est d'accompagner les transitions positives. Et donc on a ce programme, cet incubateur de Rungis & Co
qui est implanté au milieu du marché de Rungis, donc localisation assez dingue, et qui agit sur la food, mais pas que. L'idée, c'est à la fois d'encourager une économie circulaire du système alimentaire. Il y a aussi un enjeu de décarboner la chaîne logistique et un enjeu d'augmenter la transparence, la traçabilité et puis la qualité des produits. Mmh. En gros, enfin en fait, c'est tous les projets qui peuvent réellement avoir un impact sur la vie du marché de Rungis. Donc, tu vois, même un projet lié à la mobilité sur le marché pourrait entrer dans ce scope. Donc ça, c'est sur Rungis. Ensuite, on a le programme de la Refactory de Renault qu'on lance également. Donc là, le but, c'est d'accompagner au sein du hub de la Refactory de Renault à Flins des projets autour de l'économie circulaire et de la mobilité. Et puis on a le Perco, en effet, dont on vient beaucoup de parler sur Mmh. tout ce qui est lié à l'inclusion et à la transition écologique. Alors vous avez tout ce qu'il faut, franchement tout ce qu'il faut pour postuler si vous avez, vous représentez toutes ces particularités-là et il y a le starter qui est très général donc allez-y, foncez. Anne, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France? Toi qui es une experte, de l'entrepreneuriat, toi qui accompagnes les entrepreneurs, tu les connais très bien, c'est ta cible, c'est ton peuple. Quel regard tu portes sur Toujours l'entrepreneuriat en plus. France? Toujours des questions de fou, Prisca. Je baigne dedans, mais alors j'ai vraiment pas toutes les réponses, etc. Et à nouveau, ce sera juste mon avis personnel. Mais j'ai déjà mentionné quelques petites choses. Je pense que l'entrepreneuriat en France, ça devient de plus en plus populaire et accessible, donc ce qui est chouette. Euh, Cependant, je pense qu'aujourd'hui, ça reste quand même très centré sur Paris et Mmh. avec des profils un peu similaires au niveau des entrepreneurs, au niveau des fonds qui sont alloués aux entrepreneurs, etc. Euh, et du coup, moi, enfin, la vision que je porte et ce vers quoi j'aimerais tendre, c'est d'élargir justement, de se dire l'entrepreneuriat, c'est pas juste Paris, enfin la France tout entière et puis bien au-delà. Euh, J'aimerais bien qu'on attire davantage de diversité. On en a parlé, mais dans les profils d'entrepreneurs, que ça parle davantage aux femmes, qu'elles s'identifient, enfin tu vois, qu'elles trouvent plus de rôle modèle au sein des entrepreneurs qu'on met en avant, et qu'on équipe davantage de méthodes, etc. Les zones reculées. Euh, En revanche, je trouve on voit quand même qu'il y a une évolution qui est en train de se faire, notamment dans la prise en compte de l'impact aussi des projets. Je sais pas si tu as suivi, mais avant la French Tech, avec leur programme Next 40, Mmh. ils mettaient beaucoup l'accent sur la partie tech, la partie business, etc. Et maintenant, ils ont changé un peu tous leurs critères d'accompagnement pour suivre, enfin, et pour notamment faire rentrer dans les classements et accompagner les startups qui prennent beaucoup d'engagement aussi au niveau sociétal et environnemental. Mmh. Et du coup, je trouve ça canon de voir des acteurs comme la French Tech qui commencent à changer leurs règles également pour faire rentrer plus de diversité et pour se dire qu'en fait aujourd'hui un entrepreneur qui a un projet qui dégage des millions mais qui est dégueulasse pour la planète, en fait on n'a plus envie de le mettre en avant et on n'a plus envie de le financer. Mmh. Donc il y a quand même des choses assez positives, je trouve, qui se passent. Et à nouveau avec des problèmes comme le Perco, mais j'imagine qu'il y a aussi plein d'autres initiatives, d'autres acteurs qui se mettent en place. Je trouve que c'est assez positif, donc on va dans le bon sens. Donc Yes. voilà, j'espère que ça va continuer. Et la French Tech aussi qui a un programme, très inclusif qui est, French Tech Tremplin, je crois, il me semble, qui Ouais. sélectionne d'ailleurs les incubateurs comme Schoolab, quand, on est, French Tech, Tremplin. Donc il y a de plus en plus comme ça des actions, en faveur de la diversité, même si j'aime pas trop ce mot-là diversité, mais enfin la diversité Mhm. et l'inclusion, donc c'est top. Et Anne, es-tu toi, entrepreneur ou association? Alors je m'explique. Est-ce que tu te positionnes comme un entrepreneur
ou tu te positionnes comme quelqu'un qui travaille que dans une association ou qui accompagne les gens? Je pense que je suis plus entrepreneur. Je trouve ça cool aussi de voir le potentiel de ce qu'on peut développer au niveau business, de voir ce que ça peut générer d'un point de vue économique, etc. Donc, je suis plus entrepreneur. Bien que je ne sois pas entrepreneur moi-même, je n'ai jamais C'est monté de start-up. c'est bien parce que j'anticipe sur, ce que tu viens de dire et c'est là, elle va être très, très claire la question. Du coup, tu accompagnes les entrepreneurs au quotidien, tu es souvent avec eux et tu t'es jamais dit qu'un jour tu pourrais, créer ton entreprise? Il y a pas cette envie-là de toi-même monter une entreprise, tu les vois, enfin, je veux dire, il y a pas ce truc-là qui te dit: «Mais attends, ils montent des entreprises, ça donne envie, bah, un jour moi aussi, je pourrais éventuellement, c'était un désir un peu caché, quoi?» Ouais, c'est drôle parce que tout le monde me pose cette question. Dès que je fais des coachings avec des entrepreneurs, etc., ils me disent, mais Anne, et toi, tu voudrais monter une start-up? Et en vrai, je ne sais pas trop. J'ai une réponse un peu mitigée sur le sujet. C'est que d'un côté, ça m'attire pas trop parce que je trouve que la vie d'un entrepreneur, c'est hyper dur. C'est aussi le but d'un incubateur et ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est de leur faciliter la vie en leur traçant les bons experts, en leur donnant les bonnes ressources, en leur simplifiant les mises en relation, etc. Mais en vrai, je trouve ça, enfin, ouais, c'est assez dur, c'est des montagnes russes, etc. Donc, faut quand même être accroché. Faut avoir envie, je trouve, de se lancer là-dedans. Enfin, c'est une réelle aventure. C'est pas facile l'entrepreneuriat. Donc, je trouve que sur le papier, tu dis start-up, etc. Ça fait rêver, mais il faut pas oublier que c'est dur. Euh, et de la même manière, je me dis que moi, je suis quelqu'un qui va vite dans les excès, et du coup, j'aurais peur de pas réussir si c'était mon projet à mettre la bonne limite entre ma vie pro et ma vie perso. Donc, je suis pas sûre que ce soit pour moi dans ce sens-là, et aussi parce que en fait, il y a plein de choses que j'aime. On en a parlé aujourd'hui, la diversité, le management, etc. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu tapes tous les trucs chiants. T'as pas forcément d'équipe au début parce que t'as pas les moyens. Et tu te tapes et l'admin et machin. Et en fait, ça, c'est des trucs que je déteste. Donc, je me dis d'un côté, tu vois, tout me donne pas forcément envie. Et d'un autre côté, je pense que si je finirai quand même un jour par monter ma startup parce que c'est le challenge, c'est hyper excitant, que je suis tellement aussi déterminée, etc. Et j'aime bien relever des nouveaux défis que ça me donne envie. Mais voilà, il faudra que ce soit un projet qui me passionne et que je m'associe avec quelqu'un qui soit vraiment complémentaire. Enfin, tu vois, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Je pense que ça viendra quand ça viendra, et en l'occurrence pas dans les prochains mois. Mais par contre, il y a quelque chose qui m'attire particulièrement et peut-être que si je me lançais, ce serait plutôt là-dedans, c'est la reprise d'entreprise. D'accord. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant parce que pour moi, c'est un peu le turfu de l'entrepreneuriat, un peu l'économie circulaire au final de la start-up parce que en fait, tu réutilises l'existant, tu sauves des emplois, tu sauves des industries. Et je trouve ça, enfin, je trouve qu'il y a une dimension vraiment super intéressante là-dedans. Donc peut-être que si je me lance, ça sera dans de la reprise d'entreprise. Ouais. Yes. D'ailleurs, je lance un appel, pour ceux qui ont des amis entrepreneurs ou des gens qui sont de votre famille qui sont entrepreneurs, soutenez-les parce que c'est pas évident, je vous assure, c'est pas évident au quotidien et j'en suis moi-même une. Je suis entrepreneur et je sais que alors je suis très passionnée, j'aime bien entreprendre des choses et tout, mais comme disait Anne, voilà, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, donc on a besoin de votre soutien, donc n'hésitez pas, soutenez vos amis, entrepreneurs, ils ont besoin de votre soutien, pas ne les regardez pas de côté ou ce genre de choses et ça fait toujours plaisir. Bah, écoute, merci beaucoup Anne et on va juste finir avec ça. J'ai 2 dernières questions et la première avant la deuxième, c'est, quel conseil tu donnerais toi, aux entrepreneurs qui nous écoutent? Qu'ils soient, très, expérimentés ou pas? Justement, ça diffère un peu s'ils sont expérimentés ou s'ils se lancent. C'est une bonne question, mais alors une erreur que je vois souvent, enfin une erreur, loin de moi l'envie de donner des leçons, etc. Mais je trouve qu'il faut prendre le temps avant de s'associer.
vraiment prendre le temps de se poser, de se poser déjà, et de se poser les bonnes questions sur la vision que chacun porte sur le projet, jusqu'à quel sacrifice ils sont prêts à aller, etc. Parce que je vois que la plupart des projets s'arrêtent parce que y a un conflit entre associés ou que l'un des deux part et du coup ça déstabilise tout le projet. Et c'est des choses qui auraient pu être évitées en se posant dès le départ. Et il y a des guides qui existent. Moi, j'en partage un à tous les entrepreneurs, le guide des 40 questions à poser à son potentiel co-founder. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire avant de se lancer. Euh, Ensuite, je dirais, autre conseil, de vraiment s'entourer, de pas rester dans son coin. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est un peu à nouveau quand on parle d'effet papillon ou de petits coups de pouce, etc. Je trouve que chaque discussion peut venir nourrir votre projet. Chaque personne peut en fait vous donner un contact supplémentaire, une idée. Enfin, et je vois vraiment le pouvoir du collectif. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on organise énormément d'événements de networking, d'apéros, etc. pour que les gens se rencontrent parce qu'on en tire toujours énormément de choses. Et puis la dernière qui vaut pour tout le monde, je pense que ce soit un lancement de projet ou un projet un peu plus mature, c'est de jamais oublier de remettre l'utilisateur au centre. Mhm. Je trouve qu'on a tendance à parfois s'égarer un petit peu et voilà, remettez toujours, enfin, repensez toujours à votre utilisateur. N'arrêtez jamais de les questionner, même quand vous avez fait plusieurs ventes, etc., pour que votre projet soit toujours le plus aligné possible avec votre cible. Bah, des très précieux conseils que je prends. Je me rappelle quand je me suis lancée, quand j'ai commencé à me lancer, on m'a donné un conseil, c'était mon accompagnement chez French Tech. On m'a dit, Priska, il faut que tu aies un réseau. Et juste pour être alignée avec ce que tu disais tout à l'heure, le fait de s'entourer, il faut avoir un réseau. Je pense que c'est game changer pour un entrepreneur de s'entourer du monde, d'avoir un réseau. Ça permet aussi de grandir et de bénéficier justement des avis extérieurs. Bah, merci beaucoup, Anne. Et dernière question un peu piège, on va finir avec ça. Et c'est quelles possibilités tu crées au quotidien, Anne? Avec tout ce que tu m'as Ah, raconté. la fameuse La fameuse question que tout le monde attend. Je pense que de par le Schoolab et de par tout ce qu'on fait, les programmes qu'on crée et qu'on opère auprès de clients et d'entrepreneurs, on crée des possibilités en équipant les gens de méthodologies, de bons contacts, etc. Une réflexion que je me fais assez souvent dans nos programmes, c'est que je trouve que même si on accompagne une start-up qui meurt au bout de quelques mois, en fait, les entrepreneurs, ils en ressortent équipés et ils auront à la sortie d'un programme Schoolab toutes les billes pour recommencer. Et là, peut-être réussir cette deuxième ou cette troisième start-up. Donc, je pense qu'on crée des possibilités en éduquant. Euh, et on crée des possibilités. Bah, quand tu reprends un projet comme le Perco, on va, je l'espère, créer des possibilités pour des gens qui n'étaient potentiellement, qui se sentaient à leur place nulle part ou qui n'étaient accueillis nulle part ou à qui on n'adressait aucune communication, etc. Et j'espère pouvoir créer de nouvelles possibilités par le biais de beaux projets comme celui-ci. Bah, merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour déjà pour de t'avoir dans ce podcast et pour cet échange. S'il y a des gens qui veulent te contacter, comment ils font? Bah écoute, on peut me contacter sur LinkedIn. Je pense que c'est là où je suis la plus réactive. Donc Anne Mordon sur LinkedIn. Euh, et si, en effet, s'il y a des gens à qui les sujets qu'on a abordés aujourd'hui font écho, et ben moi je serais hyper preneuse d'échanger avec vous, d'approfondir ces sujets et puis de récupérer aussi et d'échanger sur vos bonnes pratiques si vous en avez à partager. Euh, et puis en ce qui concerne les entrepreneurs, s'il y a des choses de la même façon qui font écho, que ce soit dans le PERCO ou dans d'autres programmes qu'on a mentionnés aujourd'hui, je sais pas trop à quel moment les potentiels entrepreneurs vont écouter cet épisode, donc je vous invite surtout à aller sur notre site internet theschoolab.com et vous trouverez toutes les infos et les dates sur les appels à projets en cours, etc. Donc rendez-vous sur notre site internet également. Trop, trop bien, trop, trop bien. Merci beaucoup, Anne. Finalement, premier podcast pour toi, ça va, c'était pas.
C'était pas un Écoute, supplice. c'était très cool. Je l'avais dit. Peut-être Je qu'en le l'avais dit. réécoutant, je me dirais oh là là, mais non, Qu'est-ce que c'était je très cool raconte? et j'ai pas vu le temps passer. C'est Yes, tu dingue. vois, C'était c'est super intéressant. incroyable et moi, je regardais l'heure depuis tout à l'heure et c'est toujours ma difficulté, c'est qu'à chaque fois, je regarde l'heure, je me presse, je me dis: «Ah tiens, ça va vite». Mais merci beaucoup, c'était super sympa et j'ai beaucoup aimé nos discussions. Donc pour toutes les personnes qui veulent contacter Anne, donc c'est sur LinkedIn et sur notre site imagine-connect.com, on vous mettra toutes les coordonnées de Anne et quand je dis toutes ses coordonnées, il y aura pas son 06 bien évidemment, mais son LinkedIn et et toutes les informations sur Schoolab également. Donc, allez-y, allez voir. Moi, je vous fais mon retour d'expérience. En tout cas, j'ai une super expérience et tous mes camarades que je garde contact aujourd'hui, le réseau qu'on s'est créé chez Schoolab, c'est vraiment des accompagnateurs au top. Donc, allez-y, foncez, allez découvrir les différents programmes et je suis sûre que vous allez trouver un qui vous plaît et qui est adapté à vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à maintenant et j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. En tout cas, merci à vous. Euh, Anne, est-ce que tu as une start-up préférée? Question de Oh balade. là, ça arrive comme ça, une petite cerise sur le gâteau. Une start-up préférée, j'ai pas de start-up préférée. Il y a des projets que je trouve vraiment canon, comme j'imagine que tu veux peut-être que je cite des petits noms, mais Why not? comme Omni. Je sais pas si tu connais, mais j'admire énormément et le projet et la porteuse de projet Charlotte. Omni, c'est une trottinette qui se clip sur les fauteuils justement. Ça permet de motoriser son fauteuil grâce à une trottinette que tu trouves dans la rue ou alors les trottinettes Omni. Et enfin, et plus loin que ça, du coup, ça offre une solution aux personnes qui sont en situation de handicap de se déplacer plus facilement. Donc ce projet, je le trouve canon. Je pourrais en citer plein d'autres. Peut-être pour en citer un autre, il y a Wise aussi que j'adore. C'est les lunettes connectées qui font parler. Et en gros, grâce à une technologie, avec tes yeux, tu peux communiquer. Enfin, avec les lunettes détectent le mouvement de tes yeux et sont reliées à une tablette. Enfin, c'est des projets Ok. que je trouve assez canons, toujours en lien avec l'inclusion, etc. Et c'est deux projets qui ont été accompagnés par Schoolab notamment, euh, Omni par le programme Pépite et Wise par le programme Starter. Donc petit clin d'œil à Yes. ces entrepreneurs. Trop bien. Vous l'aurez compris, en fait, Anne est en contact souvent avec des très belles startups. Donc, si vous voulez faire participer, enfin, vous voulez faire partie de ces startups, n'hésitez pas à postuler. Donc, pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast et dans toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être aussi présent. J'arrête pas de vous dire merci parce qu'on a une super audience et ça, c'est cool. C'est grâce à vous. Et moi, je vous retrouve très prochainement avec des belles inspirations, avec des beaux parcours, avec des invités toujours on fire. Merci à vous. Merci beaucoup Anne et j'espère qu'à très bientôt. Ouais, bah, merci beaucoup à toi, Prisca.